Chacun, tout le monde. Est-ce qu'on se présente déjà? Ouais, attendons peut-être encore une minute le temps que les gens arrivent et puis on va pouvoir commencer. Bien sûr, c'est bon. Bon, on va pouvoir commencer doucement. Très bien, donc bonjour à tous, bienvenue à cette présentation pour les programmes de LLM. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va d'abord commencer par se présenter chacun notre tour et puis ensuite on déroulera le suivi de la présentation. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Bon, maintenant que je suis en train de parler, je vais commencer. Donc, pour ma part, donc, je m'appelle Paul. Je suis un ancien du MSc Law and Finance, donc qui est un genre de LLM à Oxford, qui n'est pas tout à fait un LLM, dans le sens où il y a une grosse composante finance, qu'on ne trouve pas dans la plupart des programmes, mais bon, qui est sur le principe et fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que c'est une année à l'étranger, avec des étudiants pour la plupart étrangers, même s'il y a parfois un ou deux anglais dans les promos. Et depuis 3 ans, et j'espère la dernière année, je suis aussi doctorant, toujours à Oxford, et donc doctorat en droit, où je fais de la recherche au croisement du droit, de la finance et de l'économie. Voilà. Alors, qui enchaîne? Allez, je prends la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent. J'ai fait le LLM Corporate à NYU il y a 2 ans. Et je suis actuellement avocat PE Corporate M&A chez Powell Salon. Farah, tu veux y aller? Oui, pas de souci. Alors, bonjour tout le monde, je suis Farah Bougaras, je suis doctorante à l'université Paris-Saclay, où je travaille sur l'IA en matière de trading, et j'ai effectué mon LLM à la Harvard Law School, où j'ai aussi fait mon programme de Visiting Researcher. Adnan? Oui, bonjour à tous. Je suis avocat en attente de prestation de serment à Clery, New York, et j'ai fait mon LLM à Harvard l'année dernière. Et ensuite, dans la liste, j'ai Arthur et Mathieu. Euh, je suis Arthur Adler, j'ai fait mon LLM à Duke et maintenant je suis avocat aussi en attente de prestation de serment chez Sidley Austin à New York et je fais surtout de l'activisme actionnarial et du M&A public. Bonjour, c'est à mon tour. Je suis avocat associé dans un cabinet à New York qui s'appelle Curtin Ellis. J'avais fait mon LLM à Harvard comme Farah. Et après, donc, j'ai décidé de rester et de continuer à travailler aux États-Unis. Je suis plus ou moins membre de droit et croissance depuis 2014, donc ça me fait un bon bout de temps avec Sophie qui était donc ma professeure à Sciences Po. Et donc mon parcours peut-être c'est un parcours un peu international dans le sens où je suis franco-allemand. J'ai décidé de faire mes études à Sciences Po en intégrant le campus franco-allemand de Sciences Po à Nancy. Et après, donc, de faire l'école de droit de Sciences Po et de faire des échanges et au final, voilà, de faire des LLM à Harvard. Merci beaucoup à tous. Donc, Je pense que Je me suis pas Fabien est présenté. là, oui. Oui. Ah, Je me pardon, suis pas Fabien est là, ça y présenté, est. Paul. Super. Bon, Ouais, Fabien, on t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter? je suis, j'essaye de faire les deux en même temps. Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis en doctorat à Saclay comme Farah. Je travaille sur des questions de numérique, vie privée informationnelle. Et je suis en co-tutelle entre l'Université Paris-Saclay et l'Université canadienne, l'Université Laval. Je n'ai pas fait mon LLM aux États-Unis, mais j'ai fait un visiting researcher à Cornell Tech à New York. Et voilà. Merci, Fabien. Donc maintenant, peut-être on va commencer par vous dire un petit mot des raisons pour lesquelles on pense que ça peut avoir du sens de faire un LLM par rapport à votre carrière et même sur des aspects personnels. On va aussi vous parler rapidement des raisons pour lesquelles ça pourrait être intéressant pour vous, en tant que juriste français, de faire un PhD à l'étranger et on parlera aussi rapidement des candidatures à l'LLM. Et ensuite, je pense qu'on vous laissera poser vos questions et puis vous nous direz s'il y a des points en particulier sur lesquels vous voudriez insister. Donc pour commencer sur l'intérêt du LLM, je ne sais pas qui veut prendre la main. Vincent, je te laisse commencer. Ok, super. Ouais. Alors,
Un LLM principalement a pour objectif de vous permettre, pour se préparer comment dire, pour ceux qui veulent faire exercer à l'étranger, d'atteindre les bureaux new-yorkais principalement, tant à Londres qu'à New York, voire sur certaines exceptions. Je ne sais pas si ça fonctionne pour la Californie aussi, ceux qui ont passé le barreau en Californie. Principalement, le but est pour vous de consolider vos acquis, déjà acquis lors de vos études en France ou ailleurs, par une composante internationale. Pour d'autres, c'est aussi l'objectif de profiter en quelque sorte d'une année un peu fun après 5 ans d'études et le barreau. Mais globalement, effectivement, c'est pour vous donner les moyens de comprendre un droit qui n'est pas le vôtre et de vous mélanger à des étudiants d'autres nationalités et d'atteindre des cabinets qui, sans LLM, ne seraient pas ouverts. Je pense que c'est à peu près l'idée. Si quelqu'un veut compléter. Mais alors, je peux peut-être dire un mot des LLM au Royaume-Uni, du coup, parce qu'il me semble que je suis le seul à en avoir fait un ici. De manière générale, alors j'ai fait un LLM au Royaume-Uni, hein, mais de manière générale, j'aurais tendance à vous recommander surtout de faire des LLM aux États-Unis, sous deux réserves. Alors la raison pour laquelle je pense que c'est particulièrement intéressant de faire un LLM aux États-Unis, c'est que, comme Vincent le disait, vous avez l'accès au barreau de New York et ça vous ouvre des perspectives de carrière à l'étranger que vous n'aurez pas en faisant un LLM au UK. Donc, typiquement, Vincent, qui a fait le barreau de New York, est aujourd'hui avocat à Londres et c'est une voie qui est beaucoup plus facile que d'abord faire un LLM en Angleterre, ensuite faire un training contract en Angleterre pendant 2 ans et devenir avocat à Londres. Enfin, oui, à Londres, en Angleterre de manière générale. Il y a deux aspects, par contre, pour lesquels je pense qu'un LLM en Angleterre peut avoir un gros avantage. Bon, le premier, sont les coûts. Généralement, les LLM au Royaume-Uni sont moins onéreux que aux États-Unis, encore que l'écart a tendance à se diminuer du fait du Brexit. Parce que depuis le Brexit, en fait, les coûts qui étaient relativement bas des LLM anglais ont considérablement augmenté. C'est notamment le cas de mon diplôme. Mais bon, voilà, ça peut quand même être plus avantageux. D'autant, c'est aussi plus simple si vous avez besoin de rester en Europe pendant votre programme pour une raison ou une autre. La deuxième raison, ça tient plutôt à des programmes spécifiques comme le mien. Par exemple, le programme que j'ai fait à Oxford, le MSc in Law and Finance, vous permet de faire beaucoup de finances, et ça vous donne vraiment un gros background dans ce secteur-là. Ça vous permet aussi d'accéder à des jobs en finance, ce qu'un LM plus classique ne vous permettrait pas forcément de faire. Donc voilà, il faut bien vous réfléchissiez à chaque fois à si un programme en particulier, en fait, a une utilité pour vous. Mais de manière générale, si vous ne savez pas trop pourquoi vous voulez faire un LM et que c'est surtout pour élargir vos perspectives de carrière, j'aurais tendance à vous dire qu'un LM aux États-Unis, enfin, en tout cas à mon sens, vous ouvrira plus de portes. Juste pour rebondir peut-être sur un aspect un peu différent, qui est l'aspect académique et intellectuel. Il y a pas mal, bon, il y en a pas beaucoup, mais il y a certains étudiants qui font leur LLM pendant leur PhD. Ça, j'en avais vu pas mal à Harvard. Et l'avantage, c'est que ça permet de travailler comme research assistant ou avec des journals directement sur place. Et aussi d'avoir accès à un réseau qui est plus international de nature que si on reste nécessairement dans son université. C'est un peu les mêmes avantages qui reviennent avec le visiting researcher dont on va parler après. Après aussi au niveau intellectuel, enfin, je sais pas pour vous les gars, mais moi j'avais beaucoup apprécié la façon d'enseigner aux États-Unis, notamment avec le Socratic Method, toutes les discussions qu'il y avait en cours, et notamment le fait que, comme beaucoup des JD avaient des expériences préalables avant de venir étudier le droit, parce que le système d'études est un peu différent, si on parlait d'un sujet par exemple technique, c'était assez probable qu'il y ait des techniciens de cette discipline-là qui ont travaillé dans le domaine pendant quelques années en cours. Et ça permettait d'avoir des perspectives assez différentes. Pareil pour le droit comparé, comme il y avait des avocats de différents pays, on avait automatiquement des perspectives de droit comparé, quel que soit le sujet de discussion. Ah, et c'est aussi pour ceux que ça intéresserait de faire un LLM qui pourrait déboucher plus tard sur un PhD. Si vous le faites à Harvard, par exemple, c'est possible de waive le LLM après que vous l'ayez fini. Et comme ça, en fait, le SGD ne vous coûte rien. Il n'y a pas de frais de scolarité à payer. Donc ça, c'est juste une petite note pour ceux que ça intéresse. Merci Farah. Alors, juste une chose, on avait prévu de parler aussi des raisons pour lesquelles il peut être intéressant de faire une thèse à l'étranger. Je ne sais pas à quel point ça intéresse les gens qui sont ici aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose pour qu'on organise notre temps, c'est que s'il y a des gens qui s'intéressent, peut-être manifestez-vous oralement ou levez la main, juste pour qu'on ait un petit peu une vague idée en fait de l'audience.
D'accord, bon, il y en a quand même quelques-uns. Donc, comment vous voulez qu'on procède? On peut peut-être en dire un petit mot rapide et puis quitte à ce qu'on passe un peu vite et puis qu'à la limite, si vous avez des questions spécifiques sur les PhD, on en parle plus tard. Ça vous va? Ah oui, de manière générale aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va concentrer la présentation d'aujourd'hui surtout sur l'LM, en parlant un peu des PhD. Et à la limite, si jamais vous avez des questions sur les programmes de PhD a posteriori, n'hésitez pas à nous contacter, enfin ceux d'entre nous qui ont fait des PhD, pour qu'on vous en parle directement et aussi qu'on vous parle de la manière dont droit et croissance peut accompagner d'éventuels candidats dans ce cadre-là. Ok, donc on passe à la suite. Vas-y. Voilà, donc on va passer pour l'instant si ça vous convient, et puis à la limite, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ok, alors qui veut commencer? Je pense, comme tu es le seul à avoir fait l'équivalent d'un master au Royaume-Uni, Paul, Ouais, tu devrais. effectivement, ok, bah, on va commencer par moi du coup. Alors, je pense que je vais un peu vous parler aussi des candidatures aux États-Unis, parce que la plupart du temps, en fait, vous allez faire des candidatures dans des universités à la fois anglaises et américaines. Donc, je peux vous parler un petit peu de l'articulation des deux. Généralement, alors, surtout en termes de timing, en fait, généralement, les candidatures aux États-Unis sont assez tôt, avant le début du programme. Les programmes commencent souvent en août. Et généralement, quand vous avez un programme qui commence à une année N, vous devez finir vos candidatures dans l'année N-1 autour de décembre en général. Donc c'est entre le 1er et le 15 décembre, si j'ai bonne mémoire. Pour les candidatures au Royaume-Uni, le timing est un peu différent. Alors il y a une particularité de mémoire, alors ça a peut-être changé, mais Cambridge close ses candidatures le 15 novembre. Enfin, en tout cas, c'était le cas quand je candidatais. Tandis que les autres universités, généralement, ont tendance à clore leur candidature. Alors, je sais que Oxford, c'était janvier, février, quelque chose comme ça, vérifier. Les autres universités anglaises, type notamment UCL, King's, etc., LSI aussi, me semble-t-il, terminent leur candidature entre mars et avril. Donc, il faut que vous réfléchissiez un peu au timing. De manière générale, j'aurais tendance à vous conseiller de commencer vos candidatures pour les États-Unis plus tôt parce qu'elles sont plus lourdes. Et tout ce que vous aurez fait pour vos candidatures aux États-Unis seront utiles pour les candidatures en Angleterre. Donc ensuite, pour la particularité des candidatures en Angleterre par rapport aux États-Unis, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Elles sont surtout plus légères qu'autre chose. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose qu'aux États-Unis, mais en moins. La particularité aussi, je pense, c'est que dans un certain nombre d'universités, quelque chose comme le personal statement, par exemple, dont ceux qui parleront des LLM aux États-Unis vous diront un mot, sont un peu moins importants en Angleterre qu'aux États-Unis. Je pense qu'il y a un côté un peu plus, alors c'est très relatif, hein, mais il y a un côté un peu plus scolaire dans la manière dont les dossiers sont étudiés par les facs anglaises. C'est notamment le cas d'Oxford, il me semble, qui est assez attaché aux étudiants qui ont eu des bonnes notes et qui mettent ça un peu plus en avant que les programmes américains où vous pourrez faire jouer d'autres qualités, voilà, d'autres choses que vous avez fait en parallèle des études, de manière un peu plus forte que ce que vous pourriez faire en Angleterre. Voilà, donc, j'ai pas grand-chose de plus à dire en réalité sur les candidatures au UK que ça. Je pense que c'est plus intéressant que vous ayez quelqu'un qui a fait un LM aux États-Unis qui vous explique comment ça marche là-bas. Et en fait, voilà, enfin, a fortiori, ça marchera aussi pour le Royaume-Uni. Donc, je sais pas qui va en dire un mot. Ok, Damien, c'est toi le dernier sur les LLM. Tu veux prendre la main? Oui, bien sûr. Sur les candidatures aux LLM aux États-Unis, si vous comptez postuler pour l'année universitaire 2024-2025, c'est-à-dire l'année prochaine, et je pense qu'il est temps de s'y mettre parce que les deadlines se rapprochent. Enfin, on arrive bientôt au deadline et ça prend énormément de temps et c'est une très grande paperasse administrative avec le LSAC. Bon, Harvard, c'est un système différent. Ça se fait sur la plateforme d'Harvard, mais pour les autres universités, ça se fait sur une plateforme qui s'appelle LSAC et qui prend du temps et qui est très difficile à joindre et qui reprend sur beaucoup de choses. Ça, c'est pour le timing. Sinon, pour le mode de candidature, il y a toujours, comme Paul l'a expliqué, ça se base beaucoup, notamment sur les notes, bien sûr, sur votre parcours, etc., mais aussi sur ce que vous dites, ce que vous racontez, enfin, votre storytelling dans la lettre de motivation qui est très important pour les Américains. Votre expérience professionnelle, évidemment, si vous en avez, et ça dépend des universités pour l'expérience professionnelle. Par exemple, Stanford, Columbia accordent beaucoup d'importance à l'expérience professionnelle. D'autres facs, si je ne me trompe pas, comme NYU ou autres, accordent moins d'importance à cela. Donc, ça, c'est pour les candidatures en elles-mêmes. Je ne sais pas, Farah, si tu veux rajouter quelque chose. Euh, Alors, pour les candidatures,
je dirais que je rajouterais juste que pour ceux qui s'intéressent à la recherche, Yale a un programme qui est très Ouais. axé recherche. Et ils sont particulièrement connus pour ça, ils prennent pas beaucoup de monde. En général, il vaut mieux être au milieu de thèse pour postuler. Et en termes d'avantages, bon, c'est un peu ce que Paul disait tout à l'heure, c'est possible de passer le barreau de New York. Qu'est-ce qu'on appelle l'OPT, qui est un an après le LLM et qui vous permet de rester aux États-Unis sans avoir à passer par toutes les formalités. Et en termes de choix des universités, enfin, moi, mon conseil personnel, ça serait d'essayer de rester plutôt sur le T14, parce que c'est là qu'on trouve un peu le meilleur retour sur investissement. Et je sais Peut-être faudrait expliquer ce que c'est le T14. En gros, c'est un classement qui est d'ailleurs contesté par certaines universités, mais c'est un classement des meilleures 14 universités, enfin des meilleures law schools aux États-Unis. Donc, il y a toute la liste des universités. On vous conseille de rester sur cette liste-là parce que c'est ces universités-là qui permettent d'ensuite d'avoir un job aux États-Unis pour votre PT, notamment. Je pense que Et si deux je peux points qu'on ajouter doit... quelque chose. Oh, pardon. Vas-y, Arthur. Quelque chose d'autre qui est assez compliqué à obtenir quand on est en France, c'est une très bonne lettre de recommandation. Je pense que les mentalités sont très différentes entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, quand un professeur écrit une lettre de recommandation, c'est dithyrambique. Il va dire que l'étudiant est la personne la plus brillante qu'il ait rencontrée de sa carrière, qui va certainement avoir un prix Nobel de la paix et ensuite une médaille Fields. En France, c'est plus compliqué d'obtenir quelque chose comme ça. Et donc, ça se prépare. Donc, si vous voulez postuler pour un LLM, notamment à Yale, où c'est très axé recherche, c'est bien d'avoir quelqu'un pour qui vous avez déjà fait un travail de recherche, où vous avez déjà produit un mémoire et la personne l'a supervisé. Et donc, la personne pourra fournir des exemples précis de vos qualités rédactionnelles, par exemple, ou de recherche ou d'analyse. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se prépare en avant. Il ne faut pas demander à un professeur, surtout en France, une lettre de recommandation la veille pour le lendemain. Exactement. Et si vous avez aussi l'opportunité de l'aider à d'aider à la rédaction de la lettre de recommandation, n'hésitez pas parce qu'il faut vraiment aller comme a dit Arthur, il faut vraiment aller dans les détails. Faut pas juste dire que c'est un étudiant brillant, etc. Il faut donner des exemples concrets, dans quel contexte on l'a connu. Peut-être comme Sophie le fait, par exemple, j'ai déjà recommandé des personnes qui ont été acceptées dans ces universités-là. Et cette année, je recommande que cette personne-là ou seulement 2 personnes. Donc, c'est très important de structurer votre lettre de recommandation avec des exemples concrets, le nombre des personnes auparavant recommandées et les personnes que le professeur va recommander cette année. Ça permet d'aider, de comprendre un peu la dynamique de votre candidature aussi. Ouais, il y a 2 points en plus de ce qui a été dit qui sont importants à garder en tête lorsqu'on fait ses candidatures. Parce qu'un LLM, c'est véritablement un projet qui se mûrit et dans le sens où c'est un projet qui coûte très cher. Globalement, par les chiffres, il faut compter environ 100, si vous allez aux États-Unis, il faut compter un budget de 100 000 euros à peu près. Ce qui veut dire que pour la plupart d'entre vous, ceux qui voudront en faire auront, soit on parlera des bourses, mais auront besoin de soit l'aide familiale, soit pour beaucoup de souscrire des emprunts bancaires. Donc, vu les montants, c'est quasiment un projet immobilier que vous feriez si vous restiez sur Paris ou dans une autre ville. Il faut vraiment avoir un projet qui se tient et pas le faire uniquement dans un objectif. Après, c'est un objectif aussi qui peut être sympa de vouloir profiter d'une année à l'étranger, mais c'est véritablement un projet qui coûte cher. Donc, idéalement, il faut que vous ayez un projet professionnel après coup. Le but, c'est vraiment de tomber et d'avoir un retour sur investissement. Deuxième point, c'est le rétro-planning. Les candidatures, en tout cas pour l'Angleterre, c'est effectivement, il y a toute une liste de procédures à suivre, mais les États-Unis sont véritablement d'un autre niveau. C'est un véritable parcours du combattant. Donc, Adnan vient de parler des lettres de recommandation. C'est un point très, très important à avoir en tête, d'autant plus que les profs français n'ont pas du tout l'habitude de fournir ce type de lettres de recommandation. Mais surtout, vous aurez besoin de procéder à tout ce qui est traduction en anglais de vos bulletins. Pour certaines facs type Paris, les services de scolarité sont déjà habitués à ce type de process, ça va. Pour ceux qui ont étudié dans d'autres universités, vous verrez que c'est vraiment compliqué de leur expliquer pourquoi ils doivent traduire, comment ils doivent traduire. Après, vous devez avoir ces traductions notarisées et envoyées en original aux États-Unis.
sachant que vous devez prendre en compte également tout ce qui est délais postaux. Et le LSAC est un organisme qui gère toutes les candidatures, sauf Harvard, et je ne sais plus si Yale est aussi hors du lot, mais c'est un organisme qui gère toutes les candidatures LLM pour les États-Unis. Donc voilà, il faut avoir en tête que votre dossier se retrouve au milieu de celui de milliers d'autres étudiants qui veulent candidater dans les autres universités. Et je rajouterais aussi, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais vaut mieux candidater le plus tôt possible. En tout cas pour les universités qui sont à LSAC, parce que moi, par exemple, j'ai reçu un refus d'université 10 ans moyenne par rapport aux universités auxquelles j'ai postulé pour motif que j'ai candidaté assez tard, assez tardivement. Donc, n'hésitez pas aussi si vous voulez candidater pour l'année prochaine, à le faire d'ici le 1er novembre, quoi. D'ici fin octobre, quoi. Et juste pour ajouter sur ça, une autre raison pour laquelle il faut peut-être postuler tôt, c'est que ça arrive que des enveloppes se perdent. J'ai eu l'expérience. Faites hyper attention à vos enveloppes, à avoir tous les suivis. S'il y a un problème et qu'il faut réagir rapidement, à pouvoir aller récupérer des enveloppes. Si jamais vous suspectez que ça peut arriver, vous pouvez demander en double. Ça, j'avais fait à un moment parce que j'ai eu peur. Mais sinon, vraiment, genre, faites attention parce que sur plusieurs enveloppes, je pense que j'ai dû en avoir 2 ou 3 qui se sont perdues. Donc, c'était pas un coup de chance, mais heureusement qu'il y avait un peu de temps. Et si, pour LSAC, ça aide de les appeler quand il y a des problèmes, mais ça coûte très cher en appels internationaux. Du coup, je vous conseille de passer par Viber. L'application Viber Out, c'est possible de mettre de l'argent et de passer un appel local aux États-Unis à travers ça. Et je pense que ça m'a sauvé les candidatures mon année. En parlant de tips pratiques, je rajouterais aussi que Vincent a parlé de notarisation des documents. Il faut en fait ce qu'il faut faire concrètement, c'est si vous n'allez pas traduire, vous tamponnez et signez sur chaque document. Si vous allez traduire, tamponnez et signez sur les originaux et sur les traductions avec une enveloppe scellée, tamponnez et signez encore. Donc c'est vraiment important parce qu'ils peuvent vous relancer sur des trucs aussi, des trucs qui vous empêchent de candidater à temps et qui sont aussi simples que ça, quoi. Ah, et récupérer, pour le barreau de New York, aussi petit détail pratique, récupérer, envoyer les enveloppes avant de partir aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est important parce que si vous essayez de le faire en étant aux États-Unis, vous n'allez pas vous en sortir de sitôt si vous ne retournez pas en France pour le faire. Et prenez les enveloppes de l'université, pas une enveloppe de la poste. C'est plus sûr. On vous épargne ces détails très pratiques, mais si vous avez des questions, parce que je sais ce que c'est, j'ai passé 2 mois à faire ça, donc n'hésitez pas à me contacter individuellement. Ouais, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je crois que LSAC explique exactement tout ce que vous devez faire, par exemple, la perte d'enveloppe en cours de route, c'est loin d'être une petite exception, hein. C'est un bizutage classique. Enfin, je pense qu'on a tous perdu des enveloppes dans le process. C'est donc vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à vous y prendre très tôt. Sinon, sur un autre sujet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Droit et Croissance organise un truc qui s'appelle le prix de mémoire. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est en fait, concrètement, on récompense, on a décidé à partir de maintenant, c'est quelque chose qu'on fait conjointement avec l'École Polytechnique, avec qui on est en train de monter un projet de chaire en analyse économique du droit. En fait, ça consiste en un prix qui récompense tous les ans en mémoire, donc précisément en analyse économique du droit, et on pourra vous dire un petit peu plus en quoi ça consiste, même si vous devez déjà le savoir un petit peu si vous connaissez Droit et Croissance. Et l'idée, c'est, bon, il y a déjà une dotation de 2 000 euros, donc ça, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Mais je pense plus important pour vos projets de long terme, l'étudiant qui recevra le prix pourra être appuyé par Droit et Croissance dans ses projets de l'LM. Pareil pour ses candidatures en doctorat, et on aura grand plaisir, du coup, le cas échéant, à vous accompagner sur tout ce sujet-là. Sachant également que Sophie Vermeil, donc, qui a recommandé un certain nombre d'étudiants en LLM dans tout un tas d'universités et pour beaucoup à Harvard, voilà, serait prête notamment à faire une lettre de recommandation, cas échéant, à l'étudiant qui gagne ce prix, sachant que ça aura nécessairement un impact forcément très important sur les chances de succès, puisqu'elle est connue dans les universités en question, et voilà. Voilà, c'est peut-être. Alors, je ne sais pas si, à moins que vous ayez autre chose à dire sur les process de l'LM, peut-être on peut peut-être passer On peut avancer, ouais. S'il y a des Voilà, on questions peut peut-être avancer. spécifiques, on peut répondre au cas par cas. Juste pour appuyer ce que Paul disait sur les prix académiques, je sais que ça peut vraiment aider sur un dossier au niveau d'une candidature. Parce qu'il y avait pas mal de gens, enfin dans ma promo, qui avaient gagné des prix. Donc Donc indépendant, il y a la lettre de recommandation de Sophie qui peut aider, mais aussi le fait d'avoir le prix en lui-même. Ça, est-ce qu'on passe ou
Ah oui, pardon, j'oublie un petit point, juste, ensuite on pourra passer. Pour ce qui est du prix de mémoire et la recommandation de Sophie, comme je vous le disais, beaucoup de valeur. Si vous faites une introduction, vous pouvez déjà nous envoyer une introduction du mémoire que vous envisagez de faire avec un plan détaillé, donc bien détaillé quand même pour qu'on ait une idée d'où vous allez. Vous pourrez d'ores et déjà avoir sa recommandation si le travail est suffisamment solide. Voilà, et puis je pense que sinon on peut avancer. Du coup, je pense qu'on va pas trop parler des candidatures en doctorat. Ou on va- On a fait bien en ligne. Peut-être qu'on peut vite fait en parler vu que c'est là. Et en plus, Farah, tu as l'expérience aussi. Donc, oui, il y a certains, pas mal avaient levé les mains pour les doctorats. Donc, comme on dit, peut-être on peut en parler rapidement. Fabien, est-ce que tu veux prendre le micro? Pour les... Oui, Farah, tu peux commencer. Bon, plutôt Paul, parce qu'au début, c'est les doctorats. Après, je pourrais parler rapidement des programmes de Visiting Researcher. Ouais, ça marche. Alors pour les doctorats à l'étranger, enfin, c'est très très variable hein, en réalité les candidatures, ça dépend vraiment de l'université, je pense. Pour ma part, j'ai fait qu'une seule candidature et c'était à Oxford, donc je peux pas vraiment me prononcer pour les autres. Ce qui est important de dire, et c'est quelque chose que Farah avait déjà un petit peu commencé à dire tout à l'heure, c'est que les universités anglaises et américaines, lorsqu'il s'agit surtout de candidats en doctorat qui n'ont pas fait leurs études dans leur pays, ont tendance à privilégier les étudiants qui ont fait le LLM ou le programme de master de ces universités. Typiquement, à Oxford, la forte majorité, alors pas tous, hein, mais je dirais peut-être 75 ou 80% des gens qui commencent une thèse à Oxford avaient déjà fait un master à Oxford. Donc ça, si vraiment vous avez l'ambition de faire un programme de recherche de ce type-là, c'est très important que vous réfléchissiez dès le stade du LLM à l'université dans laquelle vous allez et que vous vous posiez la question de savoir si c'est une université où vous voyez faire un doctorat après. Ensuite, pour les candidatures, je pense que, à moins que certains d'entre vous aient déjà un LLM, sachent déjà où ils veulent aller et qu'ils ont besoin de conseils spécifiques sur une candidature en particulier, je pourrais leur donner. Sinon, je ne pense pas que ce soit la peine de trop m'étendre. C'est des candidatures assez particulières où vous présentez vos programmes de recherche, etc. Enfin voilà, c'est en gros, ça a beaucoup de traits communs avec une candidature en LLM à un certain niveau. Donc, je ne pense pas que ce soit la peine de trop m'éterniser là-dessus. Mais voilà, donc Farah, je te laisse peut-être parler du coup des programmes de Visiting Researcher. Alors, pour les programmes de Visiting Researcher, en gros, ça vous permet d'aller dans l'université d'accueil pendant un semestre ou un an et d'avoir accès à tous les bâtiments de l'université, de prendre quelques cours. On ne vous donne pas de diplôme à la fin, c'est possible de suivre les cours avec l'autorisation du professeur. Et c'est aussi possible de travailler directement avec des professeurs sur place. Si vous postulez au Visiting Researcher de Harvard directement, en général, il faut avoir un superviseur en amont qui va approuver le sujet de recherche et vous donner une lettre de recommandation, un peu c'est ce qu'ils appellent une lettre d'invitation. Et pendant tout le semestre ou l'année, il y aura le contact direct avec ce professeur-là, mais c'est possible de travailler avec d'autres professeurs en les contactant sur place. Si vous êtes en doctorat à Sciences Po, parce qu'ils ont un partenariat, c'est le cas de Théodora qui est avec nous à Droit et Croissance, en gros, c'est un formulaire que Harvard donne à Sciences Po, qui est rempli pour la candidature et qui permet d'aller. Il n'y a pas un superviseur avant de partir, mais une fois sur place, il est possible de contacter les différentes personnes. Et à part le fait de pouvoir suivre les cours, etc., il y a énormément de workshops qui ont lieu entre les doctorants de l'université et les autres chercheurs et visiteurs. Et ça permet en fait de tester des théories, de tester un peu sur quoi on travaille dans sa thèse ou dans ses différents papiers de recherche avec les autres. Et bon, pour les financements, on va en parler après. Mais en général, on est sur 30 à 35 personnes par an entre les deux programmes Visiting Researcher et Visiting Scholar. Et Scholar, c'est les professeurs d'université. Alors, ce que je vous propose, je ne sais pas si vous voulez encore continuer la présentation, mais on a déjà passé une demi-heure à, voilà, à présenter le truc de manière générale. Donc, à moins que vous ayez une objection à ça, on peut peut-être passer aux questions et du coup, vous laisser nous dire exactement sur quel sujet vous voudriez qu'on développe. Bon, puisqu'il n'y a pas d'objection, ce que vous pouvez faire, c'est Euh, J'ai une question, petit objection. Oui. pour Farah. Tu parlais des programmes de Visiting Researchers. Je suis inscrit là en première année de thèse. Alors déjà, est-ce que au-delà d'Harvard, comment est-ce que tu conseilles de s'orienter pour choisir une université? Et après, quelles sont les démarches plus pour justement candidater et quel intérêt aussi d'avoir cette expérience-là sans avoir d'autres expériences nécessairement très internationales auparavant dans son parcours académique? Alors, déjà pour le timing, même avant le choix de l'université,
je conseillerais d'essayer d'aller assez tôt. Donc, si tu pars en deuxième année, par exemple, c'est super. Si tu es vers la fin de la thèse et que tu rédiges, c'est un peu plus compliqué parce que si tu découvres de nouvelles théories que tu aimerais appliquer, etc., ça risque de rallonger un peu ta thèse. Pour le choix de l'université, ça dépend vraiment de ta spécialité. Bon, il y a certaines universités qui sont connues pour être dans différentes disciplines, mais en général, les universités sont connues pour certaines disciplines plus que d'autres, parce que par exemple, ils ont tel département qui est très fort, ou même plusieurs départements qui sont très forts. Si tu fais du droit de la tech, par exemple, il y a Cornell Tech qui est très bien, et où Fabien a fait son Visiting Researcher. Harvard, ils ont un très bon programme en droit de nouvelles technologies, Berkeley aussi, etc. Donc, l'idée, ça serait d'orienter ton choix en fonction de ça. Et aussi peut-être en fonction des professeurs avec qui tu aimerais travailler. Puisque en étant sur place, tu auras l'occasion de parler avec eux directement. Et les professeurs aux États-Unis sont extrêmement accessibles. En général, quand on va leur parler de différents projets de recherche, etc., ils sont très contents de collaborer. Il y a pas vraiment, c'est pas très hiérarchique in a way. Et j'ai oublié, c'était quoi la troisième question, désolée. C'était plutôt sur l'intérêt, enfin, en gros, quelle est la plus-value d'un visiting researcher et quelle difficulté de candidature aussi, enfin, en gros, quelle plus-value, enfin, rapport coût-investissement, coût de temps, investissement et bénéfice. Alors, au niveau du coût, déjà, ça ne coûte pas aussi cher qu'un LLM. Ça coûte beaucoup moins cher. Et parfois, c'est possible d'avoir du financement. Si tu as un contrat doctoral, typiquement, tu pourras probablement continuer à utiliser ton contrat doctoral. À Harvard, le Visiting Research, si on a fait le LLM, là, bon, les prix ils augmentent d'année en année. Attends, je vais vérifier. Je pense, avec un LLM, c'était à 1900, mais sinon, c'est à 3000 sur l'année. Et ça donne accès, en fait, à toutes les bases de données de l'université, qui est beaucoup plus extensive que ce qu'on a en France. Par exemple, quand j'étais aux États-Unis, j'avais des accès à des terminaux Bloomberg, il y avait énormément de bases de données que je ne retrouve pas en France, qui sont payantes. Et à chaque fois, je suis obligée de demander à des amis des États-Unis de me récupérer tel papier ou tel autre papier dont j'ai besoin de mes recherches. Et qui permettent en fait d'avoir une plus grande ouverture aussi au niveau des sujets qu'on traite. Donc, je dirais que ça, c'est une très grande plus-value. Enfin, moi, mon expérience personnelle, c'est que ça m'a beaucoup aidé. Mais sinon, juste l'accès, en fait, aux professeurs, aux autres étudiants, et enfin, une autre façon de penser le droit dans certains cas, mais aussi à différentes méthodologies de recherche qu'on n'a pas forcément en France. Par exemple, le Law and Economics, en France, ils n'en font pas beaucoup. Aux États-Unis, il y a énormément de professeurs qui sont hyper pointus dans la discipline et qui peuvent très bien vous expliquer comment ça marche, c'est quoi l'intérêt, etc. Donc, je dirais que ça peut beaucoup aider de ce côté-là. Mais en termes de coûts, on n'est vraiment pas sur les coûts d'un LLM. Alors, si je peux juste ajouter un petit truc là-dessus, et après, c'est vrai que du coup, je suis passé un peu vite sur la question du financement, donc on pourra dire un mot. Juste pour les aussi, alors, Mathieu, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais il y a aussi des programmes de visiting researcher au Royaume-Uni, notamment à Oxford. Il y a un programme qui dure juste un trimestre, en fait, si je dis pas de bêtises, c'est de janvier à avril, qui est très bien fichu, où tu es, associé à un collège. Donc, bon, ça, je peux en parler de manière plus extensive, mais bon, tu fais vraiment partie, en fait, de la vie de l'université. Et ça permet d'éviter, si tu n'as pas envie de partir un an, de faire quelque chose de beaucoup plus court et de vraiment profiter à fond de la vie d'Oxford, voilà, des aspects académiques, aussi du plaisir de vivre là-bas. Enfin, il y a aussi des options au Royaume-Uni, quoi. Et Paul, je crois que celui-là, il y a un financement pour les Français, parce qu'on reçoit Ouais, pas alors, il y a plusieurs chaque année. choses. Ouais, il y a une possibilité. Alors, je suis pas sûr que ce soit un financement à proprement parler. Par contre, bon, déjà, ils te donnent un bureau, donc c'est sympa. Ensuite, tu peux être hébergé à la Maison Française, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Ils ont une bourse. Et ouais, c'est ça. Donc bon, en termes de coût, c'est très avantageux. Et je suis même pas sûr, en fait, qu'il y ait des frais quelconques à payer à Oxford, en fait. Peut-être au collège, peut-être quelques centaines d'euros au collège, mais sinon, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus que ça, quoi. Ok, merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. Avec plaisir. Donc, est-ce que quelqu'un veut développer sur le financement avant qu'on prenne les autres questions? Je peux commencer si vous voulez, ouais. Attends, Aden, je crois que Louis avait une question. Alors, est-ce qu'on fait pas peut-être le financement avant pour finir la présentation Ouais, d'ailleurs, c'est une question ouais, sur le chat, je pense. Ouais, c'est comme vous voulez. ouais, c'était une question sur le chat. Bah, voilà, bon, on n'a qu'à faire ça maintenant et puis on prendra ensuite les autres questions au fil de l'eau. Pour le financement, il y a
Il y a beaucoup de pistes possibles. D'abord, pour commencer, la piste la plus évidente, si avec votre université, par exemple avec Paris 2, il y a une convention avec Cornell ou une autre université du top 14 dont on a évoqué, vous payez rien déjà. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est les bourses internes, enfin pas les bourses, mais disons les réductions des fees et des fees de l'université que font chaque université. Il y en a deux types. Un type qui est basé sur vos besoins financiers et un autre type qui est basé sur le mérite. Par exemple, Harvard, et ça va pour les deux catégories, ça va de 5 000 $ jusqu'à 60 000 $ de réduction des tuition fees. Donc, pour Harvard, par exemple, c'est basé sur votre financial needs, c'est-à-dire si vous montrez que vous avez une situation financière qui ne vous permet pas de réaliser un LLM, il vous finance une bonne partie de votre LLM. Pour Chicago aussi, je pense que c'est le cas. Et pour d'autres universités, c'est basé sur le mérite. Et plus que c'est basé sur le mérite, et plus que c'est moins important qu'une réduction basée sur le financement. Et Arthur pourra vous expliquer ça, mais c'est toujours négociable avec l'université américaine, c'est-à-dire que si vous recevez une réduction de 15 000, vous pouvez dire, par exemple, 15 000 de Duke, vous pouvez dire à NYU, j'ai reçu 15 000 de Duke, est-ce que vous pouvez enfin, et ils sont prêts à vous financer plus en vous proposant une bourse plus intéressante. La troisième piste de financement, c'est évidemment les bourses externes des universités elles-mêmes, c'est-à-dire même par exemple pour NYU, ils ont deux bourses qui financent complètement votre année. Ça, c'est des bourses externes des universités. Il y a aussi des bourses totalement externes de certains instituts, type Fulbright ou autre institut. Ça dépend de votre nationalité, ça dépend des universités. Par exemple, pour les Français, Harvard, ils ont la bourse Sachs, ils ont aussi le Fulbright. Donc, en combinant plusieurs bourses, plusieurs réductions, etc., vous pouvez vous en sortir. Moi, personnellement, j'ai eu une bonne réduction d'Harvard. Je me suis endetté, pas beaucoup endetté, et je me suis bien en sorti par rapport à mes collègues. J'ai d'autres collègues qui ont eu une bourse totale qui couvre toute l'année, que ce soit leurs besoins de vie ou même le tuition fees. Donc, essayez de vous renseigner le maximum, essayez de négocier. Regardez toutes les pistes possibles et vous pouvez toujours avoir un bon deal in fine. Je ne sais pas si les autres, vous voulez rajouter quelque chose? Juste petit disclaimer, Chicago, ils viennent tout juste de changer leur mode de bourse. C'est mérite maintenant? Oui, maintenant c'est au mérite, mais Ok, pendant longtemps, d'accord. ils étaient need-based. Je crois l'année dernière, ils viennent. Need-based, ouais. Ouais. Et Peut-être juste un point sur les bourses, parce que je me rappelle de quelques gens avec qui j'avais fait des études pour qui c'était un problème. C'est que certaines bourses, en fait, ils ont par exemple, je pense que c'est Fulbright. Donc, si votre projet, c'est vraiment de travailler à l'étranger, il y a certaines bourses, en fait, qui vont pas vous permettre de recevoir des visas de travail dans le futur. Donc, je pense que vous pouvez tous faire le OPT, et donc, qui est cette année après les études dans laquelle vous pouvez travailler aux États-Unis. Mais après, parce que vous avez accepté donc la bourse Fulbright, en fait, il y a certains visas qui ne seront pas accessibles à vous au-delà de l'année pratique après votre LLM. Donc, voilà, quand vous construisez votre projet professionnel, il faut toujours voir que certaines bourses, évidemment, ils ont des prérequis et ils vont peut-être vous restreindre aussi dans le projet dans l'avenir. il y a juste un seul loophole à la clause de retour pour les visas, c'est si après le LLM, vous travaillez pour une organisation internationale. Parce qu'en gros, ils sont obligés de donner les visas de travail pour les gens qui travaillent dans les organisations internationales. Et je connais quelqu'un qui a fait ça. Elle avait la Fulbright clause retour, elle devait rentrer dans son pays pendant 2 ans, mais elle est restée parce qu'elle était à la Banque mondiale. Du coup, ça, pour ceux qui font ça, ça existe. Ouais, et ces restrictions, généralement, enfin, c'est que Fulbright avec quelques autres petites exceptions, quoi. Généralement, ils exigent pas ça. Ça tout dépend de la bourse, en fait. Oui. Faut faire attention, comme a dit Mathieu. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc sur le financement.
quand vous posez, je pense qu'il y a vraiment des bourses aussi qui sont spécialisées dans la recherche ou ArthoSax, ce que moi j'avais, c'était vraiment plus ou moins agnostique, donc on pouvait vraiment faire tout ce qu'on voulait. Évidemment, donc construire votre projet en fonction de la spécialisation de la bourse, ou plutôt en fait trouver une bourse qui convient à votre projet personnel. Mais ouais, il y a pas mal de trucs et après donc. Je sais que les LLM sont évidemment, surtout les LLM aux États-Unis, peuvent être très, très chers, mais si vous avez des soucis dans le futur de pouvoir rembourser des prêts, je veux dire, tout le monde qui travaille à New York pourra vous dire que normalement les salaires ici sont vraiment très élevés. Et vraiment, si vous avez l'occasion, donc après de travailler dans à Londres ou à New York, vraiment, il ne faut vraiment pas faire trop de soucis pour pouvoir rembourser les prêts. Donc Ouais, voilà. exactement. Et les prêts généralement sont. Ouais, pardon. Non, je veux dire, évidemment, il y a aucune garantie que vous allez avoir un job tard, mais je pense que vraiment les chances sont très bonnes et je veux dire, tout le monde qui est ici et qui est à droit et croissance a au final trouvé un job qui lui plaisait et lui a permis aussi de continuer à travailler à l'étranger. Donc voilà. Ouais. Ouais, et je rajouterais aussi pour les prêts que généralement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est des prêts, si vous les empruntez en France, même aux États-Unis, ça va avec un différé, c'est-à-dire vous ne commencez pas à rembourser dès l'année de votre LLM ou l'année juste après, c'est-à-dire vous aurez un différé de 3 à 4 ans, c'est négociable avec la banque toujours. Et il y a une question je réponds ça rapidement pour Inès qui a posé la question sur les étudiants tunisiens. Tu peux me contacter personnellement, mais le Fulbright, il y a un Fulbright tunisien qui est indépendant du Fulbright, ou contacter Farah d'ailleurs qui est tunisienne, ou un Fulbright tunisien qui est indépendant du Fulbright français. Donc, si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter en privé. Moi, je Aussi, suis... une chose, Ah, alors pour ceux qui veulent rentrer en France, il ne faut pas que la perspective du LLM et le coût que cela représente vous empêche de vouloir le faire. Vous travaillez dans pas des grands cabinets à Paris, vous n'aurez aucune difficulté pour rembourser votre prêt si Ouais. vous êtes. Et vraiment, le coût du LLM doit être pris en compte dans le choix du projet et vos perspectives, vos projets professionnels, perspectives d'avenir, etc. Mais même si vous souhaitez revenir en France, ce ne sera pas un problème pour vous pour les rembourser. Il y a lui qui a levé la main depuis. Ouais. Oui, bonsoir, merci à tous. Merci pour votre temps. Alors moi j'avais une double question pour ceux qui souhaitent devenir avocat après un LLM. Alors la première question c'est comment pour ceux qui souhaitent exercer soit à Londres, soit à New York, enfin aux États-Unis généralement, comment ça se passe les recrutements, surtout par rapport aux étudiants qui ont fait un GD? Ça c'était la première question. Et très rapidement la deuxième question, très honnêtement, est-ce que vous trouvez ça pertinent et intéressant, et c'est une vraie question que je pose, de faire un LLM qui, comme vous l'avez dit, a un certain coût financier, si on souhaite revenir exercer à Paris après? Est-ce que ça fait vraiment une différence sur le CV à ce niveau-là? Merci. Alors, je pense que je peux prendre la dernière question. Oui, après, tout dépend quel type de cabinet tu veux rejoindre. Si ce sont les gros cabinets à Paris, Freshfields, White, etc., avoir le LLM sera toujours un point en plus lors de ta candidature. Les cabinets sont très attachés à ce type de parcours, notamment la plupart des associés, des associés actuels au sein des cabinets, que ce soit Thierry, Fresh, Wild et autres, ont fait des LLM auparavant. Donc, tout de suite, Ouais. ta candidature aura un plus par rapport à quelqu'un qui n'en a pas fait. Même pour certains, ce n'est pas une condition prérequise pour faire des stages, mais encore une fois, tu as un LLM sur le CV, tu auras plus de facilité pour trouver un stage à Paris. Et encore une fois, pour revenir sur la question du coût, une fois que tu as rejoint un gros cabinet à Paris, tu n'auras aucune difficulté pour rembourser le prêt. Après, pour autant, si c'est pour pratiquer dans un cabinet de province, moi je viens de province, donc ce n'est pas du tout une critique. Là, le LLM, en tout cas aux États-Unis, pourquoi pas, mais en termes d'un point de vue professionnel, pas sûr que c'est une grande influence. Donc là-dessus, je ne recommande pas. Par contre, D'accord, merci beaucoup. toi, Louis?
Au-delà du pur aspect recrutement, c'est toujours très utile déjà pour la pratique de l'anglais parce que c'est bête, mais Ouais, si vous êtes bon pour un Français en anglais, vous serez quand même, enfin, excusez-moi, hein, ça dépend qui, mais vous serez quand même pas très bon. Et le fait de faire un LLM, mine de rien, ça vous permet quand même de passer à un autre niveau. Et ça, c'est très, très, très important dans un certain nombre d'activités. Dans la mienne, typiquement, c'est vraiment quelque chose qui est absolument primordial. Après, c'est pas toujours le cas dans tous les cabinets, mais si jamais vous êtes amené à travailler en anglais, à rédiger en anglais, c'est clair que ce sera un énorme avantage que vous aurez. Alors, il y a ça, il y a aussi, enfin, c'est un peu bête à dire, un peu, voilà, ça fait un peu vague, mais bon, en termes d'ouverture d'esprit, de compréhension des systèmes étrangers, etc., enfin, je pense que c'est vraiment, enfin, sur l'aspect purement intellectuel, je pense que c'est vraiment un gros apport. Et c'est un truc à pas négliger, qui n'est pas forcément palpable immédiatement quand vous commencez votre carrière, mais c'est quand même quelque chose que vous garderez toute votre vie. Au-delà du fait que vous allez avoir un gros réseau, que vous allez rencontrer des gens d'un peu partout dans le monde, etc., parce que exactement. à la fois sur le plan professionnel et personnel, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, vraiment qui change la vie, je pense. Et voilà, donc je pense que de manière générale, c'est un très bon investissement. Après, évidemment, il faut que ce soit, faut que vous puissiez le financer, que ce soit cohérent avec soit le financement que vous avez, soit les revenus que vous pourrez dégager derrière. Mais voilà, enfin, en tout cas, il faut pas vous dire que, enfin, en tout cas, au-delà en fait du pur aspect sélection, sachez que c'est vraiment un truc qui sera un avantage toute votre vie, je pense. Et Peut-être si... répondre à la... oh, pardon. Ah non, vas-y, Mathieu. Peut-être pour répondre à la première partie de la question sur les processus de recrutement par rapport aux JD américains, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché est structuré pour les JD et que le recrutement, enfin, c'est eux la priorité des RH et pour le recrutement. Et qu'en fait, les LLM, ils viennent pour combler de temps en temps, ponctuellement, un besoin dans une équipe. Je dirais surtout à New York. Vincent pourra peut-être parler plus à Londres, mais en tout cas, à New York, la priorité, c'est d'avoir des JD. Et de temps en temps, quand un partenaire va trouver un candidat LLM qui a une expérience qui est peut-être particulièrement intéressante, même si la personne n'a pas travaillé pendant 10 ans, mais il suffit que ce soit une expérience dans un cabinet à Paris qui est particulièrement intéressante pour ce partenaire. À ce moment-là, ils vont considérer un recrutement de LLM, mais c'est assez compliqué, notamment à cause des histoires de visa. Parce que pour Ouais, un cabinet, la manière dont les cabinets américains voient le recrutement, c'est que c'est un investissement sur le long terme. Pendant les 2 premières années, bien sûr que vous allez facturer, que vous allez faire des heures, mais le cabinet va passer énormément de temps à vous former. Et c'est du temps investi par des partenaires, par des senior associates, ouais, euh, avec vous en one-one à vous expliquer des choses. Et donc ça, c'est très coûteux pour le cabinet. Donc le but, c'est que vous restiez pendant, je dirais peut-être au moins 3, 4 ans, parce que quand vous êtes un associate 4e, 5e année, vous devenez beaucoup plus indépendant, vous avez beaucoup plus de responsabilités, vous travaillez mieux. Donc c'est pour ça que certains cabinets sont frileux à embaucher des gens en LLM pour 2 raisons. Un, les visas, et deux aussi, il y a beaucoup de gens qui, au bout d'1 an, 2 ans, leur famille leur manque et décident de rentrer en Europe, par exemple. Donc, eux voient les LLM comme un risque, même s'ils savent qu'il y a des avantages à embaucher quelqu'un qui est en LLM. Mathieu, peut-être que tu veux compléter sur le processus de recrutement? Non, absolument. Donc, c'est vraiment ça le problème que les LLM ont en général. Je pense que vraiment, c'est la problématique de visa. C'est vraiment pas forcément l'expérience ou ouais, les barrières linguistiques qui peuvent exister. C'est vraiment la problématique de visa. Et donc, le système américain, il est pas très ouvert de ce point de vue. Donc, en général, voilà, vous avez l'OPT qui vous permet donc de travailler pendant 1 an après votre LLM dans un cabinet ou dans une autre organisation je pense que le critère, faut quand même qu'il y ait une relation avec les études que vous avez faites aux États-Unis. Euh, mais après, voilà, donc après cette année, vous entrez normalement dans un processus qui est un peu aléatoire. Donc il y a comme une loterie en fait pour un visa. Et donc la probabilité d'avoir ce visa est donc très faible. Et donc moi personnellement, par exemple, moi je l'avais pas eu. Donc moi j'avais fait mon OPT, donc j'avais travaillé pendant 1 an ici à New York, et je n'ai pas pu avoir le prochain visa en fait, qui est donc basé sur cette loterie. Et j'ai dû déménager à Londres. Donc j'étais toujours encore embauché, je suis resté dans mon cabinet, mais j'ai été transféré dans le bureau étranger, donc à Londres de mon cabinet, où j'ai travaillé pendant 1 an. Et c'était un peu un critère aussi pour pouvoir candidater pour un autre type de visa qui va permettre de retourner à New York. Donc voilà, vous allez devenir des experts
au droit d'immigration américain. Après toutes ces expériences donc, que vous allez devoir faire avec les visas. Vraiment, le visa d'études, c'est vraiment pas le problème. C'est après, c'est vraiment quand vous êtes dans le plan où vous voulez rester, vous voulez travailler aux États-Unis. Donc même moi, par exemple, qui avait un sponsor, donc qui était voilà recruté en tant qu'associate, équivalent à un JD ici aux États-Unis, je n'ai pas pu avoir ce visa. Mais après voilà, donc il y a des cabinets normalement qui vous prennent en charge. Ça dépend un peu des cabinets évidemment et aussi franchement de la situation économique, parce que le cabinet va en fait embaucher un cabinet d'immigration spécialisé juste pour vous aider dans toutes vos procédures un peu administratives et de visa. Et donc voilà, ça revient cher au cabinet. Et donc ça, peut-être ça rejoint le point que Arthur a essayé de faire. Donc de dire que ouais, la priorité, c'est évidemment les JD. Souvent, les LLM, c'est pour combler un manque. Donc pendant la pandémie, par exemple, mon groupe a recruté énormément de LLM. Juste parce qu'il n'y avait pas assez de JD qui candidataient en fait, pour les positions. Et on avait une activité qui était hyper forte. Donc, et maintenant que l'activité s'est un peu normalisée, ben voilà, le focus en fait de recrutement est plus vers les JD. Mais voilà, donc moi évidemment, je veux dire, comptez pas sur moi pour obtenir un job à quelqu'un. Mais je veux dire, moi, par exemple, ils ont fait une très bonne expérience, je pense, avec moi. Donc, voilà, je suis resté 6-7 ans dans mon cabinet. Et moi, évidemment, j'essaie de pousser à recruter les LLM parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience. Ou au moins qu'ils savent se comporter. Ils ont plus d'expérience de travailler dans les cabinets d'avocats. Et donc voilà, donc je pense que c'est peut-être l'aspect networking qui est vraiment important pour vous aussi. Donc, tout le monde trouve. Vincent, je ne me rappelle plus comment toi, tu as trouvé ton job, mais moi, c'était vraiment via du networking, utiliser les ressources de l'université pour pouvoir en fait trouver les bons groupes au sein de gros cabinets d'avocats qui recrutaient les LLM. Et souvent, ça va par des anciens. Donc, la réceptivité pour les LLM vient par des anciens, donc comme moi, voilà, qui en fait font de la pub pour les LLM à l'interne. Ouais. Merci Mathieu. Donc, effectivement, pour revenir sur ce que Mathieu disait, si votre projet, c'est de faire le LLM pour trouver un job à l'étranger par la suite, sachez, bon, New York est probablement la place la plus difficile pour les raisons que Mathieu a abordées, à savoir que face à votre candidature, des profils JD généralement seront favorisés par rapport à vous. Après, il y a des exceptions. Mathieu est une exception, Arthur et Adèle aussi. En revanche, si vous souhaitez revenir en Europe, le profil LM est favorisé par rapport à un profil JD parce que vous changez de marché. Vous n'êtes plus sur un marché américain avec une culture américaine. Vous intégrez un marché européen avec sa culture propre aussi pour des cabinets, par exemple, notamment le mien. À peu près on est à peu près une trentaine d'avocats. On doit avoir environ une vingtaine de nationalités différentes. Donc, dans les couloirs, ça peut parler aussi bien russe que estonien, que espagnol, que italien. C'est vraiment un auberge espagnol. Et l'objectif de tout ça, c'est que les clients avec lesquels on bosse, sont des clients qui, comme nous, ont fait leurs études à l'étranger, ont un profil international et pour autant ont fait le choix d'intégrer Londres pour travailler. Si lors des contacts sur les deals, si vous faites du transactionnel, si vous vous retrouvez avec un Français en face, le contact sera plus facile et favorisera, je veux dire, les relations à long terme avec le client. En plus, pour ceux qui ont des expériences de stage préalablement en France, vous aurez des réflexes que vous aurez développés lors de vos stages que vous pourrez utiliser, non pas pour donner des conseils à vos clients, parce que vous n'exercerez pas en qualité d'avocat de droit français, mais en qualité d'avocat de droit new-yorkais ou californien. Mais pour autant que vous aurez les réflexes en main et que vous pourrez utiliser pour rappeler notamment à vos conseils, les conseils locaux que vous utilisez en France. Est-ce que vous avez pensé à ça? Et ce type de connaissances
non seulement fait plaisir aux associés et collaborateurs seniors, mais dans certains cas, peuvent sauver des transactions. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui favorisent effectivement les profils internationaux à Londres. Encore une fois, parce que nos clients sont tous, la plupart sont tous étrangers, très peu sont anglais. En tout cas, pour les boîtes de private equity. Après, je dirais aussi que ça dépend un peu de ce que vous voulez, dans quel secteur vous voulez travailler. Parce que je pense que moi je connais pas beaucoup de gens, par exemple, qui travaillent en contentieux en tant que LLM ici aux États-Unis ou à Londres. Peut-être l'arbitrage à Londres, ouais, mais je pense que nous tous, on est en général dans le transactionnel. Donc, je pense que c'est très difficile de trouver un job en contentieux aux États-Unis avec un LLM. C'est plutôt dans les secteurs transactionnels, donc le M&A. Donc moi, je fais du capital market qui est plus à même à vous permettre en fait de bosser dans ce secteur. Et après, moi j'ai toujours entendu aussi que si vous voulez faire, par exemple, de l'arbitrage, évidemment, New York, c'est une grande place d'arbitrage, mais c'est plutôt axé aussi sur l'Amérique latine et le sud de l'Amérique. Ça peut être très compliqué aussi si là, voilà, vous ne parlez pas espagnol ou portugais. Donc voilà, ça aussi, c'est juste à prendre en compte, je pense. Si vous avez un projet professionnel aux États-Unis qui est axé sur le contentieux, je pense que ça va être difficile. Il y a une Merci beaucoup. question. Il y a une question sur le chat, une question assez pratique sur les LLM, c'est est-ce qu'il serait plus opportun de faire un LLM spécialisé, comme l'a fait Vincent par exemple, en termes d'insertion sur le marché du travail américain? Moi, je pense que ça dépend des programmes des universités. Il y a des universités qui ne proposent pas des masters spécialisés et il y a d'autres universités qui en proposent et vous êtes obligé de prendre une. Pas rajouter quelque chose? Là-dessus, j'étais en train de répondre. Alors, il n'y a pas de solution tout arrêtée. Ce que les recruteurs vont voir dans votre LLM, ce n'est pas votre connaissance du droit des sûretés américains, le détail de l'article tel, article je ne sais pas combien. C'est pas ça ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est une ouverture d'esprit, une capacité à réfléchir dans une langue, de vous mélanger avec de comprendre d'autres points de vue, une certaine appétence pour la découverte et le challenge intellectuel. Ça, si vous faites, je sais que par exemple, NYU à Columbia ont alors, pas des masters LLM spécialisés, mais vous, en fonction de vos matières, vous pouvez le spécialiser ou non. Pour ma part, je suis fier de telle façon à ce que mon cursus soit principalement corpo. Ça n'a pas été une condition lors de mon embauche. Pour autant, c'est un petit plus lorsque vous faites du corpo toute la journée, même si la plupart des dossiers sur lesquels je bosse ne sont pas des dossiers de droit américain, de droit new-yorkais. Lorsque vous vous confrontez à des questions de droit new-yorkais ou de droit des marchés de capitaux, vous avez les réflexes, ça vous permet en tout cas, savoir de quoi on parle. Après, si besoin, vous poursuivez la recherche, mais vous avez quelques réflexes. Le but, c'est de développer des réflexes. Si pour autant vous faites que du droit humanitaire pendant toute l'année et vous candidatez en transac, là, le challenge pour vous sera d'expliquer la démarche qui a été la vôtre dans le choix des matières et de montrer que vous avez pour autant les capacités pour rejoindre une pratique transactionnelle. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous faites, je ne sais pas, un peu de droit humanitaire ou, je ne sais pas, du droit de l'art ou ce genre de choses que vous ne pourrez pas intégrer un cursus plus transact, par exemple. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Donc, la majorité des interviews que moi je fais pour mon cabinet sont plutôt axées. En fait, quand on voit le background un peu académique,
des candidats, c'est très rare qu'on m'a posé en fait des questions techniques. Parce que je me rappelle que moi, quand je faisais les stages à Paris, et c'était toujours des questions techniques, la dernière jurisprudence, expliquer les derniers arrêts qui étaient tombés voilà, dans votre secteur ou dans votre domaine d'intérêt. Et donc, les interviews que moi je fais ici à New York sont vraiment pas comme ça. C'est en général. Donc, si vous avez une expérience professionnelle, on va vous demander en fait ce que vous avez fait pendant votre stage. Donc, expliquer voilà, expliquer la transaction, votre rôle dans la transaction. Ou franchement, c'est plutôt aussi juste des interviews un peu de personnalité. Donc, comme Vincent disait, c'était de voir si une ouverture d'esprit, un intérêt. Parce que peut-être un peu plus que les cabinets français, en fait, les cabinets ici aux États-Unis ont vraiment la perspective que vous allez apprendre tout par la pratique. Donc, c'est learning on the job. Et on va tous vous apprendre. En fait, les gros cabinets comme le mien, ils ont vraiment une université interne, donc qui vont vous former au fur et à mesure des années que vous y passez. Donc, voilà. Et même pour passer le barreau, peut-être pour terminer le point, il y a des prépas privés en fait que tout le monde passe et qui vont vous apprendre les fondamentaux du droit américain pour juste passer le barreau. Voilà. Le point, Mathieu a soulevé un point très important des cabinets américains qui fait une grosse différence par rapport aux cabinets français. C'est vraiment que lorsque vous commencez, le principe, c'est que vous ne connaissez rien. C'est vraiment vous apprenez sur le tas. Vous arrivez en première année, vous apprenez comment rédiger la doc, comment lire la doc, et il n'y a pas de prérequis des cabinets que vous sachiez directement, je ne sais pas, rédiger un SPA, rédiger un OM, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, vous l'apprendrez sur le tas. Par contre, ce qui est important, c'est encore une fois, c'est l'ouverture d'esprit, l'envie de découvrir et surtout de travailler. Les premières années sont fondamentales, comme dans tous les cabinets à Paris également. Ce sont les premières années pendant lesquelles vous ferez votre réputation et vous allez faire vos dents. Vous êtes une éponge au tout début. Et tout ce que vous avez appris pendant votre année de LLM sera un plus pour avancer. Mais encore une fois, le cabinet que vous rejoindrez, si vous êtes dans un cabinet américain, ne présupposera pas que vous connaissez tout le droit américain. On vous formera pour ça. En France, c'est différent. Si vous candidatez un cabinet français, une des premières questions, dans le processus de recrutement, vous aurez des questions par les associés pour la plupart des cabinets ou avec les collaborateurs des points techniques de droit. Ça, vous n'aurez pas la plupart du temps avec un cabinet américain. Sauf exception peut-être, mais ce sera vraiment à la marge. C'est un entretien de personnalité. Bien que ça a changé un peu en France, et ça dépend des cabinets en ce moment. Ils ont un peu. Est-ce qu'on passe d'autres questions sur le financement? Je ne sais pas, des questions. On a une autre slide, non? Enfin, je sais pas. Alors, est-ce qu'il nous reste des questions déjà? Peut-être une chose, la gestion de l'année est importante. Encore une fois, pour faire court, en tout cas pour le LLM, la gestion de votre année dépendra de ce que vous voulez faire après le LLM. Si votre objectif, c'est de revenir à Paris, alors si vous avez fait le LLM juste après le Master 2, votre objectif est de revenir à Paris, dans ces cas-là, votre LLM, vous pouvez le passer à profiter, à sortir, à découvrir, etc. Vous n'avez pas de pression en termes de candidature. Certains le font, ça se marche très bien. Et généralement, ceux qui souhaitent revenir et qui ont déjà soit une place pour une collab, soit savent qu'ils vont passer l'équivalence et ou faire des stages, ceux-là ont généralement un LLM plutôt sympa. Pour ceux, en revanche, qui veulent rester aux États-Unis ou alors, par exemple, rejoindre Londres, là, l'année est un peu plus différente. Comme l'a dit Mathieu, votre travail pendant toute l'année va non seulement être de travailler au cours pour construire véritablement un dossier irréprochable, mais également de faire dès septembre-octobre, je crois, les premières réunions de networking avec les cabinets commencent dès octobre. Ça va être de networker. Et networker prend énormément de temps. C'est non seulement discuter avec les gens sur LinkedIn, passer des coups de fil, assister à des réunions
organisés soit par la fac, soit par les cabinets directement. Ça prend énormément de temps. Et généralement, les candidatures, les rounds d'interview, en tout cas pour Londres, ça commence généralement dès janvier, février. Et là, en fonction du nombre de cabinets auxquels vous candidatez et du processus, ça peut prendre 1, 2, 3 mois, 4 mois, selon les cabinets. Et si en plus vous candidatez en France, là, le process candidature France, États-Unis plus LLM plus, il y a une chose que ceux qui veulent faire leurs études aux États-Unis verront, il y a un requirement pour du pro bono dans le cadre du barreau. Là, la deuxième partie de l'année devient relativement sportive. Mais c'est quelque chose à avoir en tête. Avant de clôturer, peut-être Paul, il y a une question très importante et vitale pour tous ceux qui postulent, c'est que si on a un projet, un LLM à l'étranger, pensez-vous qu'il serait mieux de travailler en tant qu'avocat pendant quelques années en France avant de faire un LLM, comme le font beaucoup de candidats LLM à l'étranger? Je ne sais pas si Mathieu, peut-être tu peux... Ouais. Alors, je pense que ça peut vous aider. Et, et franchement, moi, quand je réfléchis, moi, j'ai fait mon LLM, en fait, juste après avoir fini mes études. Donc, j'avais fait mes stages un peu de 6 mois, mes stages dans des cabinets français. Donc, mon expérience professionnelle, voilà, c'était celle d'un stagiaire. Donc, mon dossier, en fait, de candidature était plutôt axé sur un dossier académique et parce que j'avais fait pas mal de recherches, donc à l'université, et c'était donc voilà, mon dossier était un peu construit sur des points académiques et avec une expérience professionnelle. Euh, mais oui, je pense que ça peut vraiment vous aider pour construire donc vraiment ce projet professionnel. Parce que vous allez être voilà, vous allez être plus mûr dans votre travail et les employeurs vont forcément aussi valoriser cette expérience que vous avez en France. Euh, ça ne veut pas forcément dire que vous allez pas commencer en tant que première année ici aux États-Unis. Donc les cabinets en fait ici sont quand même assez vont pas forcément vous donner vous créditer en fait pour les 2-3 années que vous avez bossé en France. Donc vous allez sûrement devoir recommencer à zéro quand vous allez. Ça ne veut pas dire qu'il y a des exceptions et que et aussi surtout parce que c'est un peu aussi ça l'atmosphère dans les cabinets ici aux États-Unis, je pense, c'est qu'on pense très peu dans les catégories de seniorité d'année. Donc, si on voit que vous êtes capable de faire un travail qui est l'équivalent d'un senior ou d'un mid-level, on va vous donner des responsabilités plus importantes. Donc voilà. Donc, je pense que oui, ça peut beaucoup aider. Ça peut aussi juste d'un point de vue comment même parce que moi, je pense que mes stages, par exemple en France, m'avaient énormément aidé pour construire en fait mon projet académique. Parce que c'est là où j'ai découvert un peu mon intérêt pour le restructuring, le droit des entreprises en difficulté, parce que j'avais bossé donc en cabinet sur des grandes voilà, sur des grandes restructurations transfrontalières. Et donc c'est après sur la base de ça que j'avais développé un peu mon projet académique. Et au final aussi j'ai écrit ma thèse sur un thème lié au restructuring, ma thèse d'LLM. Et donc voilà, je pense que ça peut vraiment vous aider. C'est vraiment au cas par cas. Si vous pensez que et je pense aussi que ça peut être plus valorisant parce que après 2-3 ans, ça peut être bien aussi de faire une pause et de retourner en fait à l'université. Donc voilà, Et il y a je pense que aussi, ça peut j'ajouterais vraiment vous aussi aider. l'aspect compétitif dans les candidatures pour les cabinets d'avocats ensuite, parce que vous êtes en compétition avec surtout ceux qui viennent de l'Amérique latine. Généralement, ils ont fait beaucoup d'années d'expérience professionnelle, ils ont fait des 5-6 ans, etc. Contrairement à ceux qui viennent de France ou d'Allemagne ou autre. Donc, il y a cet aspect compétitif, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que si vous êtes recruté aux États-Unis en tant que première année après avoir effectué, je ne sais pas moi, 3-4 ans d'expérience professionnelle en tant qu'avocat en France, vous ferez le travail première année et ça peut être
pour certains euh, assez frustrant de justement de revenir un peu en arrière, de faire les due deals si vous êtes en M&A, etc. Donc prenez ça aussi en compte, en considération parce que je vois avec mes collègues, pour eux c'est assez frustrant et voilà quoi. Donc il y a toujours l'aspect compétition, mais il y a aussi cet aspect-là. Ça dépend de votre personnalité évidemment. Si vous êtes assez ouvert, vous jouez le jeu, évidemment ça fait partie du jeu. Donc voilà. Pour appuyer ce que Ok. Adnan et Mathieu ont dit, euh, sur certains cabinets, l'expérience préalable est justement un prérequis. Celui dans lequel je suis, tous, sans exception, à part le cas un peu des étudiants français, parce qu'on a un cursus d'études très long avec beaucoup de stages, et généralement, en tout cas pour ma part, j'avais également le barreau français, tous ont minimum 2-3 ans d'expérience dans leur pays respectif. Donc, si vous voulez candidater pour certains cabinets, la question de savoir est-ce que j'ai l'expérience précédente, une expérience précédente, est un prérequis pour pouvoir candidater. Pour autant, si vous avez, je ne sais pas moi, 6, 7, 8 ans déjà d'expérience, en France, ça ne sera pas trop le cas. La question se pose principalement pour ceux qui ont fait leurs études soit en Espagne, soit en Amérique latine. Et vous, comme l'a dit Adnan, vous candidatez pour un cabinet américain, vous commencez en première année. Donc, la question de refaire des travaux un peu barbants au début peut se poser. Toutefois, vous avancerez beaucoup plus vite si vous avez une expérience précédente. Et comme l'a dit Mathieu, on vous donnera des tâches de mid-level beaucoup plus rapidement. Mais un point aussi à garder en tête, c'est que plus tard vous faites le LLM, plus tard vous entrez sur le marché du travail, plus tard, si votre objectif c'est d'arriver au partnership, plus tard, vous arriverez effectivement en qualité d'associé. Donc, c'est aussi un point à garder en tête. Le faire pas trop tard, mais ne pas le faire trop tôt non plus, parce que d'un point de vue compétitif, vous battrez pour les mêmes types de postes avec des gens qui ont déjà un peu de bagou dans le sac. Ouais, la majorité des gens que moi j'ai vu faire des LLM après 6 ans d'expérience, c'est vraiment des gens aussi qui voulaient complètement changer ce qu'ils faisaient. Donc c'était vraiment pour un changement de carrière, pour faire des startups, pour faire en fait d'utiliser le LLM un peu plus comme MBA, dans le sens où on va faire du networking, on va construire une boîte, on va arrêter de faire du droit, ou on va faire autre chose. Donc ça évidemment ça peut être possible, mais oui, je pense que 2-3 ans d'expérience est raisonnable. Après 6 ans, il faut vraiment voir quel intérêt de faire de LLM. Ouais. Ouais, 2-3 ans, et même je rajouterais, si vous avez fait seulement l'école des avocats et vous avez fait des stages d'un an ou de 6 mois, 9 mois, etc., n'hésitez pas à candidater. Et je rajouterais aussi, si vous partez en LLM directement après le M2, sans CRFPA, avec un petit stage de 3 à 4 mois aussi, c'est pas. Moi, enfin, vous pouvez toujours trouver des opportunités professionnelles. Il y a toujours, je ne sais pas moi, un cabinet luxembourgeois à New York qui cherche quelqu'un qui parle français, etc. Il y a, c'est assez, enfin, restez assez ouvert et ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Ok, bon bah merci à tous. Peut-être un dernier petit mot pour conclure avant qu'on se quitte. Donc comme je vous le disais, on organise un prix de mémoire avec droit et croissance. Vous pouvez avoir des informations sur ce prix sur LinkedIn. On a publié quelque chose aussi sur notre site internet. Si vous si vous allez sur notre page d'accueil, vous scrollez un peu et vous verrez, il y a toutes les informations que vous avez besoin si vous souhaitez candidater. Vous pouvez aussi contacter Fabien Le Chevalier, je viens de mettre ses coordonnées dans le chat si jamais vous avez des questions. Et voilà, de manière plus générale, si jamais droit et croissance vous intéresse, donc comme je le disais, et comme vous le savez probablement puisque vous êtes là aujourd'hui, on fait beaucoup d'analyse économique du droit, on est très orienté recherche. On est en train de monter un projet de chaire en coopération avec Polytechnique. Donc, on est notamment très intéressé par tous les profils qui sont soit en cours de thèse en analyse économique du droit, soit qui sont intéressés par un LLM et qui envisageraient de faire de la recherche plus tard. Donc, sur tous ces sujets-là, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, de manière plus générale, on vous souhaite bonne chance dans toutes vos candidatures et dans vos projets futurs. Voilà, bonne soirée à tous. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci tout le monde, bye. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.